Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. Réponse du gouvernement camerounais après l'incident au Salon de l'Agriculture à Paris. Dans un communiqué de 8 pages, le Cameroun réfute les accusations de l'activiste camerounais. Il avait interpellé le président Emmanuel Macron sur la situation sociopolitique de son pays. Favoriser l'autonomisation et l'inclusion financière des femmes, c'était l'objectif de la cérémonie de lancement du Fonds pour le leadership féminin en Afrique qui s'est déroulée en Éthiopie. Et enfin, hausse de l'accès à Internet au Togo. Le taux d'accès est passé de 7% en 2016 à 21% en 2019. Mais tout d'abord, le forum Grow Congo s'ouvre ce mardi 25 février à l'Institut royal des tropiques d'Amsterdam. Une initiative portée par la République démocratique du Congo avec le soutien de la Banque mondiale et du Fonds international de développement agricole. L'événement est destiné à promouvoir les investissements dans les secteurs publics et privés afin de transformer l'agriculture congolaise. Adopté par la République démocratique du Congo, le nouveau plan de développement national 2018-2022 fait de l'agriculture et de l'agro-industrie des éléments nécessaires à la croissance et à la diversification de l'économie congolaise. Autre enjeu de ce forum, la sécurité alimentaire et nutritionnelle d'ici 2020 et l'autosuffisance alimentaire d'ici 2022. Le Cameroun répond à la France à la suite de l'incident au Salon de l'Agriculture à Paris. Le 22 février dernier, le président Emmanuel Macron avait été interpellé par un activiste camerounais. Il dénonçait la situation sociopolitique de son pays. Le chef de l'État avait donc promis de faire pression sur le président Paul Biya. Dans un communiqué de 8 pages, le gouvernement camerounais réfute les accusations de l'activiste. L'analyse de Nelly-Claude Bessa. Suite à la vidéo postée sur les réseaux sociaux le 22 février 2020, dans laquelle un activiste originaire du Cameroun a interpellé le président français Emmanuel Macron lors de l'ouverture du Salon international de l'agriculture à Paris sur la situation sociopolitique au Cameroun, le gouvernement camerounais a produit un communiqué de 8 pages. Dans ce communiqué, il interroge l'identité de l'interlocuteur du président français, puis réfute les accusations de ce personnage qu'il désigne comme contre-vérité et s'insurge contre cet acte qualifié d'insensé et d'irresponsable. Le gouvernement demande instamment aux pays amis et à tous les partenaires du Cameroun de ne point accorder du crédit à des activistes dont les menées ne visent qu'à nuire à l'image du Cameroun au risque d'être piégés et de faire preuve d'une inimitié susceptible de porter préjudice aux bonnes relations du Cameroun avec ses pays et partenaires et auxquels le Cameroun attache du prix. Réaffirmant sa position dans la quête de solutions à apporter pour résoudre les difficultés auxquelles le Cameroun fait face, le gouvernement camerounais se dit ouvert aux avis de toutes sortes, aux suggestions qui se veulent constructives, y compris celles des pays amis et des partenaires qui coopèrent avec lui dans tous les domaines. Aujourd'hui, le droit international humanitaire applique un certain nombre de conventions qui, même lorsqu'il y a une crise qui est ouverte, permettent à la communauté internationale d'avoir un point de vue sur ce qui se déroule sur le terrain. Le langage de M. Macron, d'une telle bassesse qui renvoie à quelqu'un qui ne respecte aucun usage diplomatique, est difficilement soutenable dans la mesure où il nous donne une idée qu'il est encore dans la période coloniale. 48 heures après la vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, une manifestation a eu lieu au Cameroun ce 24 février 2020 devant l'ambassade de France au Cameroun où près de 400 jeunes ont exprimé leur mécontentement contre le président français dénonçant une ingérence de la France dans les affaires internes du Cameroun. Ils se sont réunis ce dimanche 24 février en Mauritanie. Les ministres du G5 Sahel préparent le 6e sommet des chefs d'État, un sommet qui se déroulera ce mardi à Nouakchott. Plusieurs enjeux seront évoqués, le projet de cadre stratégique sécurité-développement notamment, ou encore le plan de renforcement de la force conjointe du G5. Composée de soldats issus des forces armées des États membres, cette force militaire est destinée à poursuivre la lutte contre le terrorisme. Leurs actions devraient cibler la zone dite des 3 frontières entre le Mali, le Burkina et le Niger, une zone particulièrement touchée par les attaques terroristes au cours de ces 5 derniers mois.
La Banque mondiale souhaite renforcer ses relations avec le Niger. L'institution va octroyer 2 milliards de dollars au pays au cours de ces 3 prochaines années. Un financement destiné à accentuer les réformes pour stimuler les investissements privés. Il vise également à bâtir plusieurs infrastructures économiques en lien avec la santé et l'éducation. Ameneji. La Banque mondiale veut renforcer son engagement avec les pays du Sahel, dont le Niger. À cet effet, il est prévu un engagement entre 7 et 7,5 milliards de dollars pour l'ensemble des pays. Et pour le cas du Niger, le montant se situe entre 1,5 et 2 milliards de dollars pour les 3 prochaines années. Nous avons une relation excellente pendant les dernières années. Cela a permis de remonter fortement notre programme de crédit et d'appui financier au Niger. Nous restons très solidaires avec le Niger dans un temps difficile et cela doit continuer à appuyer l'effort du gouvernement dans sa stratégie de développement. Une initiative prévue à travers le fonds concessionnel de l'Association internationale du développement IDA. Entre 2017 et 2018, la croissance économique a augmenté au Niger, passant de 4,9% à 6,5%, dépassant le taux potentiel estimé à 4,8%. Cette hausse tient principalement à la bonne performance de l'agriculture, des secteurs de la construction et des services. Il est fort possible que la croissance soit effectivement donc portée à 2 chiffres dans les années 2022-2025 par là. Mais il ne faut pas négliger l'aspect sécuritaire qui est très important. C'est une donne qu'il faille effectivement prendre en compte pour pouvoir continuer les perspectives de croissance. Sans oublier naturellement, il ne faut pas baisser les bras au niveau de l'amélioration du climat des affaires. L'objectif budgétaire du Niger est d'atteindre et de maintenir le critère de convergence de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA qui prévoit un plafond de 3% du produit intérieur brut pour le déficit budgétaire global. Le Sénégal croule sous les dettes. Selon un rapport du Fonds monétaire international rédigé en décembre dernier, la dette publique du pays a doublé pour atteindre 64% de son PIB. Un seuil inquiétant d'après le FMI qui estime que le risque de surendettement est à présent modéré. Cette dette abyssale serait liée à une hausse des investissements publics, notamment dans les infrastructures. Les précisions de Ange Bijounomegno. La dette publique du Sénégal inquiète le Fonds monétaire international. L'institution de Bretton Woods a révélé qu'elle représente près de 64% du produit intérieur brut du pays. Le risque d'endettement du Sénégal est donc passé de faible à modéré. Cela veut simplement dire que le Sénégal est à la limite de la capacité d'endettement. Autre chose, c'est que nous ne sommes pas un pays qui produit des ressources. Nous sommes un pays seulement fiscal. Donc l'inquiétude est aujourd'hui même visible. La montée en flèche depuis 2012 des dépenses de fonctionnement est aujourd'hui le problème. Et les Sénégalais sont en train de le payer très cher. La dette publique du Sénégal a doublé depuis 2012. De 30%, elle a grimpé pour atteindre la barre des 60% du produit intérieur brut. Le Fonds monétaire international explique que cela est dû aux nombreuses dépenses qui ont été faites dans le cadre du plan Sénégal émergent. Ils sont en train maintenant d'appliquer la vérité des prix, l'arrêt de toutes les formes de subventions. Normalement, une baisse des dépenses publiques, notamment des dépenses de fonctionnement. Mais bon, ce que nous sentons, ce que nous voyons, c'est qu'il y a tellement d'exonération fiscale que le peu de fiscalité sur nos concitoyens ne peut pas régler peut-être le problème. Le Fonds monétaire international recommande au Sénégal de freiner les dépenses publiques et d'accélérer le recouvrement des recettes. Les investissements publics dans les infrastructures, l'agriculture et l'énergie ont maintenu le déficit budgétaire à 3,8% du produit intérieur brut en 2018 et 2019, au-delà du seuil de convergence de l'UEMOA de 3%. La Côte d'Ivoire renouvelle l'interdiction d'importer du sucre pendant 5 ans. Une mesure destinée à dynamiser la compétitivité des entreprises locales. D'après une étude demandée par le gouvernement, le secteur sucrier en Côte d'Ivoire reste contre-performant. Malgré des chiffres d'affaires en hausse, les entreprises produisent 200 000 tonnes de sucre par an, alors que la demande s'estime à 240 000 tonnes. Ameneji.
En vue de relancer le secteur sucrier ivoirien, le gouvernement a reconduit le maintien de l'interdiction d'importer le sucre sur le territoire national sur une période de 5 ans. Ceci suite à une étude réalisée par le Centre ivoirien de recherche économique et sociale pour étudier la rentabilité et le niveau de compétitivité des entreprises sucrières en analysant la structure des prix et en évaluant le coût à l'importation. Le but de l'exercice, c'est de permettre aux industries locales la garantie de marché, la couverture du marché, de renforcer les PME qui sont dans le secteur. Effectivement, c'est une mesure qui ne peut être qu'à court terme parce que si elle est à long terme, elle va créer un précédent au niveau de la faiblesse structurelle des PME qui seront constamment parrainés, telles que la compétitivité de ces entreprises va être affectée. Des importations spéciales seront réalisées exclusivement par les sociétés sucrières afin de couvrir 50% des besoins des entreprises industrielles et la différence, soit 50%, sera fournie par les sociétés sucrières locales. Le gouvernement décide de protéger son industrie locale. Le prix à payer pour ça, c'est que le gouvernement va perdre une partie des recettes douanières issues des importations de sucre. Le consommateur aussi aura un prix à payer parce que la structure des prix de la production du sucre national ne sera pas toujours la structure la plus favorable compte tenu de l'amortissement des investissements des entreprises locales pour tous les biens et les équipements qui sont importés. Avec une production annuelle d'environ 200 000 tonnes de sucre, le marché local reste déficitaire pour une demande de 240 000 tonnes. Pour combler cet écart, les deux acteurs du secteur, Sucaf et Sucrivoire, avaient annoncé le renforcement de leurs investissements avec l'objectif de porter la production nationale à 280 000 tonnes en 2025. Plus de financement pour favoriser l'autonomie des femmes en Afrique. C'était l'un des objectifs de la cérémonie de lancement du Fonds pour le leadership féminin en Afrique. Autre enjeu essentiel de cet événement, la mise en place de dispositifs pour encourager l'inclusion financière des femmes. Une mesure essentielle, selon certains experts, pour que l'égalité homme-femme soit effective en Afrique d'ici 2030. Un reportage de notre correspondant fraterne Daka Gisenga. La parité entre les hommes et les femmes en Afrique pourrait devenir une réalité d'ici quelques années, mais pour y arriver, il faudra procéder au financement des projets des femmes, selon des experts. Pour ces champions de la parité entre les hommes et les femmes, il faut à cet effet convaincre les institutions financières à allouer plus de financement aux projets pilotés par des femmes. Il faut qu'on prenne les experts, celles qui connaissent les banques, qu'elles s'assoient et qu'elles nous font des fonds et qu'elles nous mettent en place les systèmes parce qu'elles comprennent les besoins des femmes. Si on le laisse avec les banques qui n'ont pas de guichet pour les femmes, nous n'irons jamais là où nous voulons. Lors de la récente cérémonie de lancement du Fonds pour le leadership féminin en Afrique qui s'est tenue à Addis Abeba en Éthiopie, beaucoup de chefs d'État et d'autres figures de la classe dirigeante en Afrique et au-delà ont plaidé pour une décennie d'inclusion financière de la femme africaine. C'est le cas de l'ancienne présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf. Nous voulons voir les vies des femmes africaines se transformer, à commencer par le plus bas niveau, ces femmes qui sont très pauvres ou celles qui sont dans le secteur informel. Nous voulons voir d'ici 10 ans la parité totale des genres grâce aux actions transformatives qu'on va poser à tous les niveaux. Et cela ne sera possible que si les hommes nous soutiennent. Donc, ceci est un appel aux hommes de nous prêter main forte pour relever la femme africaine. Le fonds de soutien aux femmes entrepreneurs dans les positions de leadership récemment lancé va combler l'écart de financement entre les hommes et les femmes. Il aura comme capital de départ 100 millions de dollars américains. En 3 ans, l'accès à Internet a triplé au Togo. Le taux d'accès est passé de 7% en 2016 à 21% en 2019, avec 1,71 million d'utilisateurs. Une hausse due à l'amélioration des conditions d'accès au réseau notamment, ou encore à la diffusion de l'Internet mobile à Ménédji. Forte progression du taux de pénétration d'Internet au Togo. De 7% en 2016 à 11% en 2017, il s'est établi à 12% en 2018. Mais c'est en 2019 qu'il connaît sa plus forte ascendance avec un gain de près de 10% pour passer à 21%. Au cours de la même année, l'Internet au Togo a pu compter à son actif 1,75 million d'utilisateurs, suivant une augmentation annuelle moyenne de 7,8%. Le Togo a mis en place un certain nombre de réformes qui visent à
à couvrir tous les territoires en service Internet. Aujourd'hui, l'utilisation du téléphone mobile a favorisé cet accroissement de la pénétration. Les télécoms ne sont plus des luxes, mais c'est en fait des services universels que les États doivent avoir comme objectif. Une telle montée en puissance du taux de pénétration d'Internet se justifie par l'amélioration des conditions d'accès au réseau, la diffusion de l'Internet mobile et la diversification des bouquets d'offres Internet, avec notamment l'implantation de nouveaux fournisseurs d'accès. Ce défi est relatif notamment au coût d'accès aux services Internet et la qualité. Lorsqu'on compare un peu par rapport à ces pays voisins, encore plus par rapport aux pays de l'Afrique de l'Est, on voit qu'il y a beaucoup d'efforts à faire pour que l'Internet devienne aujourd'hui un service universel, pour que ces secteurs de télécommunications, enfin, puissent contribuer à la relance de l'économie togolaise à travers l'inclusion financière. Si d'énormes défis restent à relever, on note des progrès relatifs réalisés par le Togo ces dernières années en matière de connectivité et d'inclusion financière. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.